Mais en effet, comme toujours, les progrès techniques sont des choses qui apparaissent lentement. En général, il faut 40 ou 50 ans depuis la première idée jusqu'à la généralisation. Et en général, il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Dans ce cas-là, on ne manque pas à cette généralité. Il faut trouver un cas particulier de départ qui est presque toujours une opération militaire. Conscient peut-être que les êtres humains ne sont pas encore assez avilis, assez abrutis et assez décérébrés pour accepter de plein gré quelque chose d'aussi humiliant qu'un éventuel puçage général. Monsieur Jacques Attali nous explique de but en blanc comment selon lui ce genre de choses surviennent. Il ne dit pas, vous avez noté, je vais essayer de le mettre en exergue, il ne dit pas c'est lors de ces conflits que parfois certaines évolutions surviennent. Il dit qu'il faut les trouver. Écoutez bien ça, il faut trouver un contexte comme un conflit militaire. C'est assez inquiétant et c'est également sur d'autres sujets, et notamment le nouvel ordre mondial, le médicament qu'il préconise à l'humanité, cette espèce de calmant de la guerre terrifiante, du choc et de l'effroi qui fait accepter n'importe quoi, et notamment des puces sous-cutanées ou un ordre mondial dont il se fait l'apôtre en permanence. Alors en un mot, le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on s'aperçoit qu'à partir du XIIe siècle apparaissent des corporations par métier, qui ensuite se structurent et forment un État. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Le gouvernement mondial, il existe dans certains métiers. Vous avez un organe qui définit avec une très grande précision à l'échelle mondiale les conditions de la sécurité aérienne, par exemple. Un gouvernement mondial de l'aviation. Vous avez, plus anecdotiquement, un gouvernement mondial football. Les règles du football sont définies par une instance unique. Qu'est-ce que ça prouve? Le football est gouverné par une instance unique. Que je sache, si les Afghans veulent jouer au football comme les Chinois, comme les Australiens, comme les Turcs, les Espagnols ou les Pingouins, il va bien falloir qu'ils acceptent de jouer au football, d'où que viennent les joueurs de football, selon les règles du football. Sinon, ils diront « nous inventons un sport ». Ainsi, toute personne qui joue au football accepte ces règles. C'est pourquoi il a été possible, et il était logique peut-être, de créer une instance mondiale pour gérer les rencontres de ces différents êtres humains qui souhaitent jouer au football. Néanmoins, je ne vois pas en quoi un spectacle, un sport comme le football, serait comparable avec la gestion de la vie des peuples. Les peuples se choisissent des représentants et bâtissent des sociétés afin de se protéger notamment les uns des autres, afin de réguler leurs rapports de façon à vivre dans une société pacifiée, vivable, où les gens ne meurent pas dans la rue. La notion d'État n'est pas là pour nous divertir ou pour nous être vendus, n'est pas là pour être comparée avec le football. La notion d'État est importante et tout à fait singulière. L'État est là pour gérer nos droits, nos libertés, pour garantir notre bonheur et la dignité de nos existences. Le fait que vous puissiez mettre en relation le football et l'État me semble trahir une vision mercantiliste, ultralibérale et totalement dangereuse de la société. Les règles du football sont définies par une instance unique. Vous avez un gouvernement mondial qui ne marche pas très bien, des banques centrales qui définissent les règles de comportement des banques à la BRI. Vous en avez une bonne trentaine comme ça. Voilà, juste une parenthèse pour vous faire noter ce qu'il a dit. Un gouvernement mondial financier qui ne marche pas très bien. Écoutez bien, il l'a reconnu malgré avoir soutenu ce monde financier et le soutenir d'une façon générale. Là, il a bien reconnu cela. Notez-le pour plus tard, c'est important. Il y a des gouvernements totalement autoproclamés souvent, qui ne sont absolument pas démocratiques, mais progressivement, la nécessité d'une intégration de la gouvernance, du gouvernement de la planète est en train de se mettre. Alors, vous avez bien entendu ça, le monde qu'il nous propose, on va voir nos puces, on va plus avoir de boulot parce que tout sera remplacé par des puces qui payent automatiquement, etc. Mais attendez, pire que ça, écoutez-le bien. Je pense qu'on va déjà dans un grand nombre de pays, vers des immeubles qui ont des durées de vie de 20 ans. C'est-à-dire que ça coûte moins cher à construire, ça coûte moins cher donc à celui qui l'achète, et ça permet de construire un logement comme un bien de consommation beaucoup plus vite, beaucoup plus industrialisé. Donc ça, c'est la tendance longue. On va aussi aller dans beaucoup des villes du monde. Mais ce type de logement a beaucoup moins de valeur dans ce cas. Beaucoup moins de valeur. C'est pourquoi on a une mutation qui commence à apparaître, qui va être quelque chose de très profond. C'est qu'il y aura une distinction entre ceux pour qui le logement pourra être un élément du patrimoine,
Ce sont ceux qui ont atteint un certain niveau de revenus et de fortune et qui pourront, par leur épargne, constituer ou se léguer de génération en génération quelque chose qui ressemble à un patrimoine. Et donc il y aura une catégorie sociale, disons classe moyenne supérieure, qui va pouvoir continuer à considérer le logement comme un élément de patrimoine. Et pour tout le reste de la population mondiale, ce sera un petit peu comme c'est déjà le cas aux États-Unis, sauf dans la crise des subprimes, où le logement est un bien de consommation. C'est plus un élément du patrimoine. C'est-à-dire que c'est un élément qu'on achète. Écoutez-le bien, ils vont construire des immeubles qui durent 20 ans. Donc avec les risques, parce que je suppose qu'un immeuble qui est conçu pour durer 20 ans, certainement qu'il résiste moins à un séisme ou quoi que ce soit, mais quelle importance ça peut avoir, on est tellement nombreux sur Terre. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il tire lui-même les conclusions de ses propres stupidités. Il nous explique, ce monsieur, que grâce à cette tendance que prend l'humanité à construire des immeubles jetables, nous allons avoir une humanité qui, dans son extrême majorité, ne sera jamais propriétaire de son logement et ne pourra pas constituer un patrimoine afin de le transmettre à ses enfants. Lui-même, une fois propriétaire de 50 mètres carrés qu'il a le droit d'habiter, ne pourra jamais être tout à fait sûr de ne pas se retrouver à la rue, puisqu'il n'est pas propriétaire. Il n'est que locataire, il le dit lui-même, même s'il était propriétaire, ce qui n'est pas prévu, il ne serait propriétaire que 20 ans. Ainsi, toute possibilité de sortir du système en estimant que nous n'avons pas besoin de beaucoup plus qu'un toit sur la tête et par exemple faire pousser ses légumes, mais là-dessus aussi monsieur a un avis, va nous en parler dans pas longtemps, les pauvres ne se lègueront pas de maison, mais il avoue que les riches pourront continuer à le faire au prix d'une épargne très importante. C'est assez dingue. Écoutez, si on reconstruit les immeubles tous les 20 ans, est-ce que écologiquement ça peut se tenir? Puisqu'à chaque fois, il faut bien faire fonctionner des machines, il faut bien extraire des matériaux, il faut bien réinstaller des câbles avec du cuivre, avec de la dépense de CO2 pour tous ces déplacements d'ouvriers. Mais non, monsieur Attali a décidé que ça se passerait comme ça. Eh bien, vous serez propriétaire de 100 mètres carrés, ou de 50 mètres carrés, mettons. Sur plan Sur plan et indépendamment d'un lieu. C'est-à-dire que vous aurez le droit de tirage de 50 mètres carrés dans une ville, mais que si votre métier vous amène à bouger, eh bien vous serez propriétaire de 50 mètres carrés. Il y aura une bourse d'échange où, dans la mesure où vous aurez besoin de déménager, vous n'aurez pas besoin de vendre votre maison pour en acheter une autre, puisque vous serez propriétaire conceptuellement de 100 mètres carrés. Conceptuellement de 100 mètres carrés, qui seront gérés par un ensemble. Alors, qui est-ce qui détiendra cette valeur virtuelle? Ce sont des groupes immobiliers, des banques? Pour l'essentiel, ce sera des institutions financières spécialisées qui vont de plus en plus se développer et qui vont gérer le système de plus en plus sous réserve de la résolution de la crise, qui actuellement a bien montré que ce secteur était crucial pour les finances mondiales. On va avoir de plus en plus une gestion par un système financier qui sera le grand bénéficiaire du financement du logement, la plupart des gens ne détenant pas la plus-value qui sera faite par ces structures. Et donc voilà, vous avez bien entendu, vous ne serez plus jamais propriétaire d'une maison, vous serez propriétaire d'un droit de tirage quelque part sur Terre. Qui décidera d'où vous allez aller? Monsieur dit que ce sera à notre convenance, nous verrons bien. Et qui gérera cette bourse de mètres carrés virtuels d'habitation? C'est de la science-fiction pure, hein. C'est incroyable. C'est démentiel. Qui va gérer cela? C'est pour ça que je vous ai demandé de noter ce qu'il avait dit, à savoir que le gouvernement financier mondial ne fonctionnait pas. Qui va gérer cela? Le gouvernement financier, les financiers, ses amis les incapables qui détruisent l'univers entier si on leur en donne l'occasion avec leur crédit des faux swaps, leurs produits financiers aberrants et toxiques et cancérigènes pour l'économie. Eh bien ces gens-là vont en plus pouvoir spéculer sur les mètres carrés, sur le droit d'habiter quelques mètres carrés de chaque être humain, parce que M. Jacques Attali a dit que ça se passerait comme ça. Mais nous ne voulons pas ça. C'est simple. Moi personnellement, je préfère mourir que de vivre dans ce monde. Il en est hors de question, ça ne se passera pas. Je préfère mourir que vivre comme ça, et je pense qu'on est très nombreux, et même les braves gens ne sont pas d'accord pour vivre comme ça, comme des animaux dont des financiers vont décider où ils ont le droit de vivre ou non. Il le dit lui-même, le système financier sera le grand bénéficiaire de cette aberration dont il nous parle. Pourquoi est-ce que nous devrions accepter que le système financier soit bénéficiaire de quoi que ce soit? Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter d'abandonner nos libertés les plus théoriques, les plus fondamentales, les plus essentielles
pour que le système financier soit encore bénéficiaire, lui qui est le seul bénéficiaire de la marche absurde du monde depuis ces 20, ces 30 dernières années. On peut imaginer qu'une société, en poussant jusqu'au bout le cauchemar, décide que ceux qui sont trop coûteux pour la société, parce que l'espérance de vie va beaucoup augmenter, parce qu'on va vivre beaucoup plus vieux,